Bonsoir, bienvenue dans Talkback GP pour ce débrief du Grand Prix d'Angleterre, un Grand Prix qui nous aura encore une fois fait plus que vibrer, un Grand Prix fou, mais pas totalement aussi fou que celui du Grand Prix de France, quoique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on fait un petit clin d'œil à nos partenaires FMA Assurance et Motul. Voilà, donc bonsoir et bienvenue pour ce débrief Talkback GP du Grand Prix d'Angleterre. Alors pour évidemment m'accompagner ce soir, comme d'habitude, je retrouve mes acolytes. Michel Turcot qui est en transit entre l'Angleterre et la France. Bonsoir Michel. Salut Eric. Ouais, je me trouve à l'aéroport d'Amsterdam pour tout vous dire. Alors, ne confondez pas, Michel n'est pas en train de faire en sorte que le son reste parfait en ce moment. C'est simplement qu'il tient son micro près de sa bouche parce qu'il est dans le lounge, comme il vous l'a expliqué, et qu'il doit parler doucement pour ne pas déranger les autres personnes qui travaillent à côté de lui. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est une posture un peu différente, mais on va au moins avoir Michel tout au long de l'émission. Et puis, lui, il est toujours en Angleterre, c'est Thomas Morcellino. Salut Thomas. Salut Eric, salut Michel, salut. Voilà. Bon alors messieurs, je le disais, ce Grand Prix d'Angleterre, il a été un peu foufou, peut-être pas aussi fou que le Grand Prix de France, quoique. Et puis bien évidemment, ce qui ressort, il va être l'homme du week-end et évidemment le héros plus que malheureux de ce Grand Prix d'Angleterre. On parle bien évidemment de Fabio Quartararo, Michel et Thomas. Je pense que tout le monde à Silverstone était d'accord là-dessus. Il reste le vainqueur moral de ce Grand Prix, Michel. Le vainqueur moral, je sais pas si c'est un terme qui existe, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a fait une démonstration et que son abandon, sur, problème mécanique, hein, sur, son correcteur d'assiette, qu'il actionne en sortie de virage pour accélérer, est tombé, enfin est resté coincé, donc voilà, c'est ce qui l'a contraint à l'abandon. Après vainqueur moral, une chose est sûre, moi j'ai été surpris de la réaction de tout le monde, hein, puisque même hier soir en partant, j'ai croisé Mauro Gracili, qui est le directeur sportif de Ducati, qui était désolé pour Fabio. La première chose dont il m'a parlé, c'était de Fabio. C'est vrai que tout le monde était peiné parce que comme Johan, Fabio est très apprécié dans le paddock. Alors pas forcément, on sait que nos 2 Français ont des caractères différents et voilà, ce sont pas les mêmes pilotes, mais tous les 2 ont des qualités humaines qui sont unanimement appréciées. Ça, c'est très chouette. Et donc c'est vrai que l'abandon de Fabio a fait mal à tout le monde et pas seulement aux supporters tricolores à Silverstone. Thomas, le problème de Ride Eye Device, hein, puisque c'est ces deux-là, hein, d'où vient l'abandon de Fabio, c'est quand même un problème hyper rare malgré tout, surtout à l'arrière. Autant à l'avant, des fois, on y reviendra, notamment sur le cas Alex Marquez, mais à l'arrière, c'est quand même rare qu'on ait ce genre de problème, toi qui t'intéresses plus à la technique. Alors oui, rare parce qu'il y a des cas, oui, c'est des cas, on va dire, ce sont des cas isolés, mais c'est arrivé plusieurs fois, hein. Je crois que c'est même déjà arrivé à Fabio. Je me souviens d'une épreuve, enfin d'une séance au Qatar où il avait été gêné par ça. Enfin, c'est pas rare. Le problème, c'est que c'est un système qui est alors je sais pas comment on peut dire euh, en fait, qui se trouve en fait au niveau du dos Retzel de la Yamaha. Donc c'est très limité en termes d'espace pour maintenir ce système en place. C'est très difficile de le régler, de le maintenir, d'évaluer les problèmes éventuels. Donc c'est vraiment on va dire le point faible, le talon d'Achille, je pense aujourd'hui des motos. C'est vraiment le seul point mobile difficile à régler et à maintenir d'une séance à l'autre ou d'une course à l'autre. Donc c'est quelque chose qui est pas rare malheureusement. C'est pas c'est voilà. Il y en a beaucoup qui souffrent de ce problème-là. J'ai Après j'ai une, j'ai une autre question, toujours un peu technique, Thomas. Est-ce que tu penses que
le fait qu'il y ait eu ce second départ avec de nouveau une nouvelle procédure, avec de nouveau, bah, on le sait, on engage l'avant, on engage l'arrière, est-ce que ça pourrait être, alors évidemment que tu vas me dire que tu n'es pas dans le box, mais est-ce que ça pourrait être aussi peut-être un début d'explication sur le fait que bah, il a peut-être été un petit peu trop sollicité et que finalement c'est peut-être à cause de ça qu'il y a eu cette faiblesse ou ça aurait dû arriver quoi qu'il advienne. Non, non, là, honnêtement, je pense pas que ce soit lié à un second départ. Je pense que les motos, si les 2 motos sont réglées parfaitement, maintenant si, c'est comme je te dis, c'est vraiment c'est un quelque chose de mécanique, c'est des choses, il y a des des choses qui bougent, c'est vraiment quelque chose de c'est un talon d'Achille pour moi sur la moto et quand on voit, je veux dire, la complexité, que ce soit sur la Yamaha, sur la Ducati, mais aussi sur les autres motos, même sur la KTM, puisque KTM nous commence à le montrer de plus en plus, ce système-là. On le voit, quand ils font chauffer les motos. Il y a même Aprilia qui fait chauffer ce système-là avant même les séances, parce qu'il faut le chauffer un petit peu avant. Donc c'est vraiment des choses assez particulières, à gérer et je pense que c'est, beaucoup je me souviens de Johann Zarco il y a quelques je pense que ça doit être l'année dernière ou il y a 2 ans quand il était encore chez Ducati, qui nous disait que c'était, les mécanos perdaient énormément de temps à régler ce système-là. C'était, des des endroits où ils perdaient le plus de temps pour le régler et le maintenir. D'accord. Ouais, Eric, Ouais, vas-y Michel. ouais, une chose est sûre, c'est que ça a fait débat hier soir et tu l'as brièvement évoqué, mais on a eu aussi la chute d'Alex Marquez au premier virage qui, Oui, lui, exact. n'a pas réussi à désengager son système. Donc c'est vrai qu'il y avait une petite polémique. Il y a eu des discussions hier soir autour de ces correcteurs, en français, on va dire correcteurs d'assiette, hein, parce que Ouais, ouais. si on peut éviter les anglicismes. Mais une chose est sûre, ces éléments vont être interdits en 2027, si je dis pas de bêtises, Thomas. Oui, oui, c'est ça. Et voilà, mais jusque-là, après, il y a les pilotes sont assez divisés sur le sujet, hein. Il y a ceux qui disent: «Ça serait bien que ça soit enlevé plus tôt» et puis il y a ceux qui trouvent, que c'est quand même utile, que ça améliore la performance. Alors Marquez dit que ça améliore la sécurité, Aussi, sur ouais. des circuits où il y a du vent, comme c'était le cas aujourd'hui. Parce que ça quelque part, ça facilite un peu le pilotage, donc ça quelque part, ça gomme aussi les différences de pilotage. Mais voilà, ça c'est un truc qui fait débat et qui risque de faire encore un peu débat vu ce qui s'est passé, ce week-end. Mmh. De toute C'est pour façon, ça on que ira. d'ailleurs que c'est pour ça d'ailleurs, entre autres, que il y a vraiment des practice start, tu sais, des séances, Ouais. des Mmh séances mh. une séance particulière pour les essais de départ parce que justement, il y a le problème qu'a rencontré Alex Marquez, les pilotes l'ont rencontré plusieurs fois, c'est-à-dire réussir à désengager ce whole shot device à l'avant, heu, au premier freinage. Il faut voir ça comme un stylo rétractable, en fait. Tu sais, Mmh. on fait comme ça, en fait, bah, il faut qu'il soit bien placé, la fourche soit bien placée pour pouvoir justement se désengager et comme le freinage est sur l'angle pour le premier virage, heu à Silverstone, bah, forcément, ça peut être problématique pour le désengager et là, on voit quand il a freiné, il a pris les freins, la fourche s'est pas désengagée, il y avait plus d il était déjà embuté, donc il a chuté et voilà. Mmh. Ouais, Thomas, peut-être, bon, toi qui est penché sur la technique, tu peux peut-être, préciser pour les gens qui nous écoutent et qui sont peut-être pas au fait de tout ça. C'est que donc l'électronique est interdite dans ces systèmes, donc ce sont des systèmes mécaniques et l'avant Oui, et l'arrière, sont c'est 2 systèmes différents, et il y a quand même une commande qui actionne les 2, puisque c'est pas seulement utilisé au départ, mais c'est utilisé, en course, en sortie de virage, hein, pour abaisser la moto et avoir un exact. peu le principe du dragster, on va dire. Exactement. Ouais, ouais, mais c'est ça en fait, il y a pas il y a ça c'est les comment enfin, les suspensions, actives ne sont pas autorisées en MotoGP. Forcément, il faut qu'il y ait une manipulation humaine à un moment donné, donc c'est pour ça qu'ils ont soit un levier un peu type, changement de vitesse sur un vélo, au niveau de du demi-guidon gauche, soit, il y a aussi c'est un peu semi-automatique, des fois c'est l'avant et l'arrière qui sont liés, c'est-à-dire qu'au moment où tu l'engages, quand tu accélères en sortie de virage, pour justement la mettre en mode dragster, au freinage, il se désengage automatiquement. Il y en a où il faut vraiment le désengager, manuellement. Enfin, il y a plein de systèmes différents, donc c'est vraiment un autre style de pilotage pour les pilotes. C'est un système qui est vraiment utile parce que, bah, sans ça, tu perds, à l'accélération parce que du coup, c'est l'électronique après qui rentre en jeu. Ça la roue arrière patine potentiellement, le wheeling, heu, donc c'est vraiment quelque chose de très simple en termes de dynamique de la moto. Par contre, c'est très utile aujourd'hui pour justement faire des tours rapides et faire la différence. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs Yamaha, elle a mis beaucoup de temps à l'avoir sur l'arrière. Mmh. Heu, Et c'est et un on des se derniers rappelle on se rappelle aussi que lors du dernier débrief,
Johan Zarco, au départ du Grand Prix de France sous la pluie, enfin, avait décidé, lui, justement, de ne pas engager. On y était revenu hein, sur le dernier débrief, ni l'avant ni l'arrière au départ. Et en fait, il l'a expliqué. C'est toi, Michel, je crois, qui nous l'avait expliqué, il avait dit, bah, en fait, ça a été une grave erreur parce que le départ a été catastrophique. Et on voit bien, effectivement, là, tout l'intérêt que ça apporte à la machine, au moins dans cette phase de départ-là. Et après, bah, évidemment, le désengagement de la fourche, ça dépend aussi de la configuration du premier virage. Exactement et donc il y a eu des discussions au Mans pour éventuellement demander aux pilotes de ne pas l'utiliser, au premier virage parce qu'on sait que voilà, c'est une longue courbe et puis après tu as le freinage de la chicane Dunlop donc il y a pas vraiment de freinage très, très appuyé où la moto est droite donc c'est difficile de les engager et Silverstone c'était un peu aussi comme ça. Il y a certains pilotes qui hésitaient à l'utiliser mais on voit bien que si ceux qui l'utilisent pas sur les 30 premiers mètres, ils se font complètement déposer. Donc, d'ailleurs, c'est ce que disait Johan, hein, c'est que sa moto a cabré au Mans. Mm. Il a perdu énormément de position à ce moment-là. Donc, c'est soit on l'interdit pour tous, enfin voilà, il faudrait qu'il soit à armes égales, on va dire, à ce moment du départ, sur des premiers virages qui vont être critiques où on n'a pas vraiment un freinage très appuyé, où la moto est droite pour désenclencher ce système. Puisque, comme expliquait Thomas, c'est un peu comme un stylo. Un stylo Ouais, Ouais, rétractable. rétractable, pardon. rétractable. Ouais. Bah, c'est un Mmh. peu, en tout cas pour l'avant, c'est un peu le même système aussi qu'on a vu apparaître il y a de cela beaucoup plus longtemps en motocross, où en Oui, fait on engage la fourche, il y a une espèce de butée, et lorsqu'on refreine, en fait le fait de repasser sous cette butée, ça libère le système. C'est comme peut-être un stylo. schématique, Ah, mais c'est à peu près ça, Thomas, là, sur l'avant. c'est aussi simple que ça, hein. Franchement, tu regardes les systèmes, que ce soit du côté de chez Honda ou chez Aprilia, on va vraiment le système, on le voit, on le Mm, voit. mm. Même chez Ducati, c'est vraiment un espèce de petit crochet qu'on voit au niveau de même du moyeu, enfin, je sais pas comment décrire. Du tube de fourche, ouais. Mm, Ouais, c'est ça et donc voilà, tu te clipses mm. et des fois les pilotes même galèrent parce qu'il faut vraiment qu'ils se mettent en freinage appuyé pour l'engager sur la grille de départ parce que sinon, Ouais, bah, bah, on ils les peuvent voit, pas. hein, ils sont tous plus ou moins en stoppie, justement pour Ah, engager et la fourche. Alors, souviens-toi de c'était qui était rentré dans Johan? C'était Bastianini mm, à au oui, Mugello. c'était percuté tous les deux, ouais. Mm. Justement, bah, Johan avait essayé d'engager son all-shot device et du coup Bastianini n'avait pas vu Mmh mh. et c'était Ouais, rentré dedans. effectivement. Alors, bon, évidemment, là, pour Fabio, c'est plus que cruel, hein. Les images qui défilent, derrière moi, on montre toute sa déception. C'est d'autant plus cruel que, Michel, il avait fait le choix de partir en pneus, soft à l'avant, et ce qui s'est avéré payant, hein, puisque tous les pilotes qui ont eu le soft à l'avant ont été quand même, très, en tout cas favorisés sur le début de course. Et puis, il avait quand même fait le départ parfait, très incisif, très agressif. Et il l'a expliqué, ça faisait partie de sa stratégie de pouvoir partir très fort tout de suite parce qu'il y avait ce pneu soft et que, avec le premier départ annulé, bah, il y avait peut-être un petit peu d'appréhension pour les deux frères Marquez notamment. Ouais, je vois que tu as lu l'équipe ce matin, Eric. Ah bah écoute, j'essaye de rester informé. Ouais, ouais, non, mais c'est exactement ça. Il avait effectivement, parfaitement préparé son coup, alors on va un peu raconter ce qui s'est passé avant ce moment-là, hein, peut-être, donc pole position, la 3e d'affilée, donc Bah oui, oui. hyper à l'aise, hyper rapide. Déception au sprint parce que, bah, on imaginait qu'il allait au moins faire quelques tours en tête comme il avait pu le faire, Oh, au Mans, oh. hein, Hmm. bon, ça s'est pas produit. En fait, il n'a pas du tout retrouvé les sensations, sur le sprint qu'il avait eu aux essais avec, la combinaison de pneus soft à l'avant, soft à l'arrière. Donc il redoutait que ça soit encore plus compliqué avec le médium arrière pour la course longue et en fait non, donc là, il y avait du grip, il était bien, il disait qu'il avait jamais été aussi bien sur la moto. Donc après il a tout fait parfaitement, c'est-à-dire on voit, hein, que sur les tours de chauffe, il est toujours le dernier à partir. Parce voilà, il fait ça pour, justement essayer de mettre ses pneus dans la fenêtre de température, parfaite de ses pneus, de fonctionnement quand il arrive sur la grille. Il est le dernier à se présenter, donc les pneus n'ont pas le temps de refroidir, donc il est parti, super fort. Il a bien calculé, le vent, parce qu'il y avait beaucoup de vent. C'est comme ça d'ailleurs que Marc, s'est fait piéger. Donc il savait où il pouvait pousser, où il devait faire plus attention.
il savait, comme tu l'as dit, que ceux qui étaient en médium, ils seraient un peu plus en difficulté en début de course, qui plus est pour les frères Marquez qui étaient tombés tous les deux, donc qui sont repartis avec leur deuxième moto. Donc forcément, on peut pas débrancher quand on prend un deuxième départ, quand on vient de se mettre par terre. Donc voilà, tout était en 2 tours, il avait pris 2 secondes d'avance et quand il casse après peu à peu la mi-course, il avait 5 secondes d'avance et il gérait parfaitement son avance sur Bezzecchi. À ce moment-là venait de passer, Johan, Johan? donc Mmh. on va dire on va pas dire qu'il avait course gagnée, hein, puisque la preuve, il a pas gagné, mais enfin il était en parfait contrôle de la situation et c'est vrai, donc on a vu sa terrible déception, hein. Il Ouais. éclatait en sanglots quand il s'est présenté à son point de presse, pareil, il était en larmes. Donc c'est vrai que ça a touché tout le monde, d'où, voilà, quand tu dis qu'effectivement, vainqueur, virtuel ou je sais plus Moral, comment tu l'as appelé. vainqueur moral. Ouais, moral, ouais, voilà. Après, bon, Bezzecchi n'a pas non plus volé sa victoire, hein. Non, non, on va y Ça fait revenir partie bien ça fait évidemment. partie de la course. On se rappelle, pour la petite histoire, c'est que son 1er podium, il aurait dû être à Jerez en 2019. Fabio, il avait cassé, on parlait de ça hier avec Thomas, il avait cassé son pignon de sortie de Sélecteur de boîte, un truc comme vitesse. ça, ou sélecteur de vitesse, oui, pardon. Mmh mh. Voilà, Ouais, ouais, ça non fait mais partie aussi, on l'oublie, hein, on l'oublie Eric, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tellement rare d'avoir des problèmes mécaniques, qu'on oublie qu'aussi, la mécanique fait partie de la course. Moi qui suis une vieille personne, j'ai connu des courses où, voilà, tu sais, quand il y avait des moteurs de temps et les moteurs serrés, mmh. voilà, il y avait moins de fiabilité sur plein de pièces comme ça et Ouais, ça ouais, faisait non mais aussi partie de et la compétition. en fait, c'est ça qui est encore plus, je dirais, poignant parce que, heu, il aurait pu être en tête, il aurait chuté, on aurait dit: «Bon, bah, voilà», tu vois? C'est le côté, bah, il a fait une prise de risque, il a peut-être fait une erreur et cetera. Mais là, c'est un facteur complètement extérieur au truc et c'est ce qui rend cet abandon encore plus cruel, Thomas, tu es d'accord avec moi? Ah bah oui, bien sûr, bah, comme dit Michel, hein, c'était touchant de le voir au débrief après avec la presse. Dès qu'on lui a posé la première question qui lui a été posée, il a éclaté en sanglots, directement. Heu et puis, bah, oui, après voilà, comme dit Michel, ça fait partie de la course aussi. Mmh. Massimo Rivola qui a donné une interview après pour d'autres sujets, a clairement dit que voilà, cette victoire, elle était pour Fabio aujourd'hui, mais c'est la course Mmh. et heu et oui, ça c'est sûr que voilà, en étant un petit peu chauvin, on peut dire que Ouais. c'est dommage. Après, tu l'as dit, Michel, il a bon, 3e pole position d'affilée, donc ça démontre une certaine tendance. Entre la course sprint et le départ de ce Grand Prix et les premiers tours du Grand Prix, on voit une évolution. Est-ce qu'il y a eu d'autres informations qui circulaient par rapport aux améliorations de la Yamaha ou en tout cas, ça conforte le fait que oui, ça y est, le processus je dirais, de progression de la Yamaha comme de la Honda, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard, il est vraiment engagé. Et je pense qu'au-delà de l'immense déception, c'est aussi ça que Fabio doit retenir aujourd'hui, c'est que visiblement, il y a matière à espérer peut-être récupérer cette victoire prochainement. Écoute, moi j'ai déjà pris des paris avec 2-3 personnes qu'il gagnerait Hassan, donc on verra si je vois bien dans ma boule de cristal. Non, mais blague à part, c'est évident qu'il y a des progrès. Il y a encore eu des petites évolutions ce week-end, je laisserai Thomas en parler. Mais voilà, la moto elle progresse et de toute façon s'il fait 3 pôles d'affilée, c'est pas pour rien non plus. Voilà, après comme on l'explique chez Yamaha, quand il est tout seul en piste avec des pneus neufs, il arrive à aller vite, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Donc là, ils arrivent à exploiter le potentiel avec les pneus neufs, donc ça c'est bien. Par contre, on le voit, la Yamaha, sa qualité, c'est la vitesse de passage en virage. Donc dès qu'il est en groupe, c'est toujours la même histoire, hein. Il est gêné, il peut pas prendre les lignes les idéales pour lui et donc utiliser cette vitesse. Bon, après le moteur pédale un petit peu plus, davantage que celui de la Honda d'ailleurs. Donc ça Ouais, tu c'est positif. on Après l'a voilà, On l'a cette vu, Michel, j'écoute ouais, ouais. juste pour en termes de vitesse de passage en cours, on le voyait même avec Miller, hein, les trajectoires totalement différentes, le fait qu'ils arrivaient à combler leur écart aussi rapidement enfin, c'était impressionnant à voir à la télé, hein. On le voit, enfin, je veux dire à l'image, on voyait vraiment cette différence de trajectoire entre la Yamaha et Miller le dit, c'est meilleure maniabilité de cette Yamaha aujourd'hui avec le châssis, le bras oscillant qui évolue, voilà. Excuse-moi, Michel, Non, je te non, laisse. non, mais oui, oui, c'est juste et voilà, après le point faible, ça demeure cette,
ce problème de grippe qui d'un moment à l'autre peut varier. C'est ce qu'on a eu, Oui. en fonction des pneus, donc j'ai discuté de ça hier avec Bartolini qui me disait que c'est vrai qu'il y a des moments, ils comprennent pas trop en fonction du grip de la piste, de l'humidité, de l'air, du vent, de l'association d'un pneu tendre avec d'un pneu médium, ou de pneus tendres ou, après on sait que, tendre ou médium, ça veut pas dire grand chose. Il y a plusieurs Mmh. gammes dans les médiums, dans les tendres chez Michelin, donc il y a beaucoup de c'est très complexe et c'est pas facile, pour eux d'y voir très clair, sur des moments où, voilà. Après on sait aussi que, comme on disait, cette moto elle performe avec de la vitesse en passage en courbe et voilà, beh, plus il y a d'angles, plus on est sur la partie extrême du pneu, moins il y a de gomme au sol, donc si problème de grip, bah, on est Mmh. plus en difficulté qu'une Ducati qui va utiliser son pneu sur une partie plus large. Voilà, c'est tout un tas de petites choses. Après, Fabio aussi fait évoluer son pilotage. Il est moins brutal sur les freins et la remise des gaz, qui permet d'utiliser moins d'électronique et donc de brider moins le moteur aussi. C'est tout un tas de petites choses qui font qu'il progresse et que la Yamaha progresse. Mmh. Et on l'a vu avec, la présence de Rins et Miller, en Q2, Ouais. voilà, c'est pas Fabio est au-dessus des autres, ça c'est clair, hein, c'est pas un Mmh. secret. Il est plus fort que tout le monde, c'est lui qui utilise mieux cette moto. Malgré tout, la moto progresse puisqu'on voit que les autres pilotes aussi, commencent à se montrer. Ouais, c'est ce que j'allais dire et je vais me tourner vers Thomas puisque tu vas nous parler des petites évolutions qu'avait la Yamaha à Silverstone. Mais, et c'est vrai aussi, puisque tu t'occupes aussi des stats, 3 pilotes Yamaha dans le top 10, c'était pas arrivé depuis combien de temps? Ça, faut remonter assez loin, hein, je crois, Thomas. Balance 2021 quand tu parles de la Q2, hein, on est Ouais, d'accord, ouais, c'est ça, hein? bien sûr, ouais. Ouais. Oui, effectivement, bah, après il faut quand même pas non plus, enfin il faut tempérer cette stat parce qu'il y a eu quelques années où il y avait que 2 Yamaha sur la piste. Mm. Mais Oui. forcément, on a 3 c'était plus compliqué. Mais oui, après, si tu veux en revenir en termes d'évolution, ce week-end, il y avait notamment un nouveau bras oscillant qui a été testé par Fabio, vendredi, avec un espèce de renfort à l'intérieur. Ce bras oscillant ne lui a pas donné satisfaction et il a fait, quelques tours avec, il a trouvé que ça n'allait pas du tout. Mais en tout cas, voilà la base qu'il a avec, le bras oscillant qu'il utilise aujourd'hui, celui qui n'est pas fin, avec le châssis qu'il a, fonctionne plutôt bien et c'est ce que confirme Miller, ce que je disais tout à l'heure. C'est que cette moto est beaucoup plus maniable aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques mois et ça se concrétise sur des tours rapides qui leur permettent de mieux se qualifier et donc forcément de faire de meilleures courses. Ouais. Ouais, puis Miller, il fait malgré tout, il fait une très belle course parce qu'au début, on le voit en tête, on se dit, ouais, bah, c'est comme d'habitude, il va rétrograder au fur et à mesure. Et puis finalement, que ça soit Morbidelli ou même Marquez, ils ont dû un petit peu s'employer pour se débarrasser de l'Australien, hein. Et c'est là où on voit aussi, comme tu le disais, Michel, que cette Yamaha, bah, finalement, elle commence à être portée aussi par d'autres pilotes que Fabio. Ouais, exactement. Mm. C'est ce que disait Fabio même déjà pendant les essais, hivernaux. Il disait que Miller, s'approche un petit peu de son style de pilotage, même si lui, il arrive forcément un peu plus agressif et par ses années, sur une Honda ou sur une KTM, voire une Ducati. Mais ça reste un pilote qui s'approche le plus du style de pilotage de Fabio. Mm. Et pour info, il y a une nouvelle évolution moteur qui va être testée, après Aragon. Et on sait qu'après Ouais. le prochain Grand Prix est en Aragon, et il y a une journée de test, il y a eu à Jerez et là, ils ont une nouvelle évolution de moteur qui arrive. Alors toujours on est toujours sur le 4 en ligne, hein, on parle pas Oui, oui, bien sûr. du projet V4 qui est en parallèle et qui va aussi, enfin voilà, qui avance tranquillement, mais qui sera pas testé par les pilotes officiels avant, je pense, avant le test de Misano, en septembre. Ouais, Ouais, en vue de l'année prochaine plutôt. ouais. Mmh. Ah oui, oui, de toute Après, façon, on verra pas ouais. cette moto. On la verra en course, je Ouais, pense, en avec wildcard. Augusto Fernandez sur la seconde partie du championnat, peut-être au Japon, peut-être Ouais, avant. c'est ce que Et j'allais enfin, dire, je ça pense qu'à mon serait avis, ce sera logique pas de le avant le voir au Japon. Japon, ouais. Mmh. Après Ouais, ce que disait Fabio, jeudi, je sais plus c'était ou jeudi ou vendredi, je sais plus, tu te souviens Michel? C'est que le V4 OK existe, par contre le châssis est encore en phase de développement. Le Mmh. châssis n'existe pas. Pour cette moto-là, bah si, Thomas, la moto, elle roule, le châssis oui, non existe. mais bah, oui, non mais tu as compris ce que je veux dire, c'est que le châssis, je pense qu'ils ont dû adapter le châssis actuel du 4 en ligne pour essayer de mettre le moteur dedans. Ouais, pour l'instant, c'est En pas tout un cas châssis dédié, c'est pas un châssis optimisé en autour tout du cas, selon V4, les propos de c'est une Fabio. Après adaptation.
Non, selon non, mais je selon pense Fabio. non, là, je pense que Fabio, parce que la moto, c'est un concept complètement différent. Tu mets Ouais, pas, je veux dire, donc là, le projet est totalement différent. Donc cette moto, voilà, elle a roulé avec Dovi, elle a roulé en Malaisie, elle roule au Japon. Donc pour l'instant, ils en sont simplement à assurer la fiabilité, mais ils sont pas encore sur la recherche de performance. Mais c'est pas la même moto, quoi. Mais bon, de toute évidence, même si le 4 ans et demi progresse, je pense qu'ils feront le choix du V4 l'année prochaine, ne serait-ce que pour 2027. préparer 2027 avec le 850. Maintenant, ça peut être aussi un risque, d'être moins performant l'année prochaine avec cette moto qui sera encore en chantier. Donc, auquel cas, ça sera un risque aussi parce que Fabio a clairement dit que s'il voit pas de progrès, s'il voit pas s'il soit pas en mesure de jouer la victoire et le titre avec Yamaha en 2027, il irait certainement regarder ailleurs. Donc, là, c'est un peu, ça va être un choix un peu cornélien pour Yamaha. Mmh. Alors, on a parlé de Fabio. Bien évidemment, on va revenir sur la victoire de Bezzecchi, mais si on parle de Fabio en homme du week-end, impossible également de ne pas tout de suite enchaîner avec l'autre Français, à savoir Johan Zarco. Johan, c'est pareil, il nous a fait un Grand Prix de folie. On le pensait sur son petit nuage du Mans. Finalement, il est revenu concrètement dans le vif du sujet. Et puis, un début un peu délicat, je dirais, le premier jour, le vendredi, et puis ça a été mieux le samedi. Comment vous l'avez trouvé? Est-ce que c'est cette victoire du Mans qui lui fait passer un autre déclic? On sait que Christophe Bourguignon, qui était notre invité sur le précédent débrief, avait prévenu que Silverstone, normalement, c'était un circuit qui pouvait convenir à la Honda aussi. Michel? Vas-y, Thomas. Ah, Thomas. Allez. Non, mais bon, je te laisse la parole. Maintenant, Bien sûr, bien sûr. Non, Ouais, mais... non, 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 mais après, écoute, effectivement, comme tu as bien résumé le week-end de Johan, c'est vrai que le premier jour, il était un petit peu en difficulté, mais par contre, il est convaincu que la direction qui est prise aujourd'hui en termes de développement de cette Honda fonctionne. Il arrive à la manier davantage mieux que par le passé. Il est plus confronté, il est moins confronté, pardon, à des problèmes de vibration qu'il n'avait pas ce week-end, en tout cas peu. Et ensuite, surtout, il arrive à prendre de l'angle et à enchaîner les parties sinueuses comme ce qui lui posait du problème, enfin, les problèmes l'année passée, surtout, en début de saison notamment, c'était le fait qu'il n'arrivait pas à faire tourner cette moto. À partir du moment où elle part en vibration, il n'arrive pas à la faire tourner. Et en fait, là, cette année, vu qu'il souffre de beaucoup moins de vibrations, forcément, il arrive à la faire tourner et donc à être beaucoup plus maniable, surtout sur des circuits où sur un circuit comme Silverstone où tu as des grands passages rapides. Et voilà, donc ça a l'air de fonctionner pour l'instant. Maintenant, bien évidemment, on sait qu'il va y avoir des circuits, même comme Fabio le dit aussi pour Yamaha, il va y avoir des circuits qui vont être compliqués, Mm. où ils vont être plus en galère, notamment à Yamaha pour Aragon. Ça va être, en tout cas, Fabio disait hier que c'est pas son circuit préféré, mais ensuite c'est aussi un circuit sur lequel la Yamaha peut galérer. Mm. Donc voilà. Ouais, puis on a vu pendant la course, hein, et sur Rins et sur Fabio, justement, dans la course sprint, hein, lors du dernier tour de cette course sprint, que cette Honda, elle tournait plus court. Et ça, c'est aussi un point positif parce que on avait vu en début de saison sur les grands circuits rapides que c'était plutôt pas mal. Après, il y avait eu ces deux circuits, Jerez-Le Mans, où là, forcément, des pistes plus étriquées. Finalement, la pluie du Mans a fait qu'il a gagné. Et là, on revenait sur un circuit rapide, Michel. Et du coup, on avait un petit peu ce parallèle à faire avec les premiers circuits style Austin, etc., où ça fonctionnait plutôt pas mal. En fait, ouais, deux choses, Eric, c'est que tu l'as dit, la Honda, elle est plutôt mieux sur des virages rapides, enfin, avec des enfilades rapides, sans trop de gros freinage. Elle tourne mieux depuis la fin de saison dernière, depuis le nouvel aéro qu'ils ont reçu. Donc, depuis le début de l'année, Johan dit clairement qu'il est super en confiance avec la moto, donc il peut rentrer fort dans les virages, ce qu'il adore. Il est même plus naturel qu'il était avec la Ducati, puisqu'il dit qu'avec la Ducati, finalement, il n'a jamais réussi à exploiter les qualités de cette moto à cause des entrées de virage. Et donc virage rapide, relance, ça dit aussi que si tu es en difficulté avec un moteur, ce qui est le cas de la Honda, tu es moins pénalisé que sur d'autres circuits. Et ensuite à Silverstone, donc on sait que aussi Johan adore ce genre de tracé, hein, on pense à Phillip Island où il gagne il y a 2 ans. Et puis aussi, c'est un circuit Silverstone où il y a une énorme dégradation des pneus. Beaucoup de pilotes, dont notamment les 2 autres pilotes Honda,
ont fini la course à l'agonie parce qu'ils ils ont pas géré leurs pneus. Et on sait que Johan, il est très très fort à ce niveau-là. Comme dit Christophe Bourguignon, il a un traction control dans le poignet, donc il a toujours été hyper fin avec ses pneus. On se souvient en Moto 2, il faisait des fins de course du tonnerre parce que voilà, c'était son gros point fort, ça l'est toujours aujourd'hui. Donc voilà, c'est à la fois la finesse de son pilotage, c'est les qualités intrinsèques de cette cette Honda depuis la fin de saison dernière. Il n'y a pas eu énormément d'évolution Non, sur la moto. non, non, Voilà. non. Là, ils savent qu'ils attendent un moteur. Il leur faut plus de vitesse parce qu'on voit bien qu'il est pour aller doubler, c'est compliqué. Alors il arrive à se jeter dans des trous de souris comme il a fait quand il passe les dépassements sur les 2 Ducati de Bagnaia et de Marquez, et c'est quand même juste exceptionnel. Quand il double Fabio, pendant le sprint, Fabio il dit: «J'ai même pas compris par où il est passé». Donc c'est vrai qu'il est hyper fort sur ce genre de tracé, hein. Mmh. On se rappelle, quand il gagne en Australie, voilà, donc voilà, c'était encore là, il y a une espèce de moment de grâce, depuis le Grand Prix de France qui dure. Alors il dit qu'il est pas porté par ça parce qu'au contraire, même il dit qu'il arrivait, il était hyper fatigué, ce week-end, parce qu'il a été, même s'il a un peu coupé après Le Mans, il a tellement donné au Mans qu'il a quand même un peu tapé dans les réserves. D'ailleurs, il continue à taper dedans puisque hier soir, il a pris l'avion Ouais, à pour aller au Suzuka, ouais. Japon et Mmh. essayer la moto des 8 heures, avec laquelle il courra au mois d'août avec Marini d'ailleurs, Ouais. on peut en parler. Belle affiche, hein, les 8 heures cette année, Oui, oui. Eric, puisqu'on a aussi Les pilotes la de Yamaha. MotoGP reviennent. Ouais, on va avoir Miller sur la Yamaha avec, certainement, Locatelli ou Jonathan Rea, c'est pas encore décidé. Enfin voilà, il va y avoir un joli plateau. Voilà, on referme la parenthèse. Donc ouais, Johan, je pense comme le dit Thomas, ça va être plus compliqué en Aragon, mais on va voir le Mugello, ça peut être pas mal. Mugello, Assen, je pense heu, on a des chances de voir encore nos Frenchies briller. Mmh. Et si on peut, enfin, je sais pas si vous les avez vus aussi et si vous avez eu un peu de retour chez eux. Comment on se comporte maintenant du côté du HRC? Parce que Marini et Mir, encore une fois, tu l'as dit Michel, ont été, on va pas dire transparents, mais ont été vraiment en retrait par rapport à Johan. Il y a un partage de données, hein. Johan nous l'avait expliqué qu'ils mettaient tout en commun, et cetera. Comment eux expliquent, hormis les qualités de pilote de Johan, pourquoi eux n'arrivent pas à ce résultat-là? Vous avez eu un peu des brides d'explication? Est-ce qu'ils se sont expliqués un peu les pilotes du HRC, ce week-end? Bah, c'est juste que Johan est plus fort, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, je C'est pense que c'est c'est clair, je hein. pense C'est comme, tu me demandes pourquoi Fabio va plus vite, bah, juste parce que Ça a c'est le non, non, mérite mais d'être c'est clair. bah, oui, oui, il y a clair aujourd'hui, Johan, alors, pour diverses raisons, hein, parce que, de toute façon, quand tu parles avec son équipe, il est super, engagé dans ce qu'il fait, il est motivé, je dis pas que les autres le sont pas, hein, mais voilà, même hier soir, j'en discutais encore avec Christophe, Bourguignon, et il me disait: «Ouais, de toute façon, il roule, il les épate, à chaque séance, il est dedans, quoi». Tu vois? Il y a Mmh. pas un moment où, il arrive, à moitié. Non, il est à 100 tout le temps, donc il porte ce projet, je sais pas, on a l'impression qu'il est un peu en mission avec Honda, hein. Je Mmh. pense qu'il a Ouais, c'est il son a projet, tellement en fait. il a Quel tellement souffert de ce qui s'est passé avec KTM, c'était son rêve d'être pilote d'usine, ça a été un échec en 2019. Je pense qu'aujourd'hui, il a envie de voilà, il sait qu'il est sur la fin de sa carrière, il sait que ce qu'il accomplit aujourd'hui, c'est ce qui va rester. Il y a cette proximité avec le public, il y a tout ça qui fait qu'il est voilà, il est, je pense, au mieux de sa carrière, au mieux de ce qu'il peut proposer, et donc pour en revenir à ta question qui était sous-jacente de ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, les Japonais, doivent se poser la question de savoir si l'année prochaine, il serait pas temps de le mettre, aux couleurs, de l'équipe officielle, Mmh. sachant qu'il est sous contrat avec Honda. Ouais. C'est Honda qui paye directement, donc c'est sûr que la question va se poser. Après, tu connais mon avis sur le sujet, quoi. Oui, oui, mais et pour une fois, je le partage. Mais, bah, Mir Thomas, tu voulais ouais, dire quelque chose, non? non, mais après je suis d'accord avec Michel sur le fait que, voilà, il y a pas à tergiverser, Johan est beaucoup plus fort dans le clan Honda. Par contre, le Mir et Marini, on les a vus ce week-end quand même se battre dans le peloton, avec, avec les autres pilotes. Donc effectivement, ils sont moins visibles. Par contre, Marini, c'est, voilà, après vous savez que j'aime bien les chiffres, mais c'est le seul pilote qui a marqué des points à toutes les courses. Malgré sa pénalité, il marque quand même 1 point. Heu et Mir, quand il ne chute pas et quand il rencontre pas des vibrations, qui est un problème dont il lui aussi a souffert,
il arrive à maîtriser beaucoup mieux cette moto, cette RCV. Donc, il le disait encore vendredi que quand il n'a pas de vibration, il arrive à aller vite. Voilà, maintenant, c'est concrétisé quand il est en paquet, quand il est en course. Et forcément, bah, on sait qu'il tombe très souvent. Donc, voilà. Ouais. Bien sûr, j'étais juste pour dire que du côté de chez Honda, c'est pas, c'est un peu comme Miller du côté de chez Yamaha, ça progresse aussi. On a un Rins aussi qui est là, qui était là en Q2, pardon. Maintenant, voilà, chez Honda, ça évolue aussi un petit peu. Après, on a quand même l'impression, même dans les déclarations, autant Johan a passé un step. Alors, vous me direz, c'est la dynamique positive, mais Mir, on a toujours l'impression qu'il reste coincé sur ses problèmes, comme tu viens de le dire, Thomas, chute de l'avant, etc. Et que, en fait, il est plus du côté le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Et j'ai l'impression qu'il ne sort pas de cette dynamique, au contraire, non positive. C'est un peu ce que vous pensez aussi, Michel? Après, moi, en tout cas, Michel, tu pourras partager ou pas, je sais pas, mais moi, quand on va discuter avec lui, Mir, il est pas dans une dynamique où il se plaint, où il est pas, enfin, tu sais, où il est vraiment anéanti par le projet. Je pense que justement, ce qui le frustre, c'est de ne pas pouvoir essayer de concrétiser en course parce que il arrive à faire de belles choses avec cette moto. Donc, C'est plus de la frustration, tu dirais? ouais. Ah oui, moi, clairement. Enfin, moi, c'est comme ça, en tout cas, à travers ses propos, c'est pas quelqu'un qui va être, enfin, qui est anéanti quand on l'entend débriefer. Enfin, c'est pas, voilà. Et après, il sait qu'en plus, il en a encore pour 2 ans, donc il a pas on va dire, cette épée de Damoclès que peut avoir un Marini, notamment, de ne pas savoir ce qu'il va faire l'année prochaine. Donc, il est dans dans d'autres dispositions que Marini. Je sais pas ce que tu en penses, Michel, mais voilà. Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je le trouve pas négatif, au contraire. Voilà, après, il a du mal à mettre tout bout à bout en course. Il a pas je pense que Johan a plus d'expérience. Je pense Aussi, ouais. que il est capable de s'adapter à plus de choses. Il se remet davantage en question certainement. Et puis après, il y a peut-être aussi l'équipe qui fait la différence dans la résolution des problèmes qu'ils rencontrent les uns les autres. C'est pour ça que je pense que Johan, il est bien entouré. S'il est capable de négocier la reconduction de son contrat avec à la clé d'avoir la même moto et surtout les mêmes évolutions que les deux autres pilotes en même temps, je pense pas qu'il ait intérêt. Il peut négocier son salaire de la même manière vu qu'il est payé par le HRC. Je sais pas si d'avoir un cuir bleu, blanc, rouge, c'est mieux que d'avoir un cuir aux couleurs Kestrel, mais à mon avis, voilà, qu'il est resté où il est, ce qu'il construit depuis 2 ans, c'est hyper important et voilà, on voit que ça fonctionne donc je pense que c'est plus compliqué quand on est dans l'équipe officielle avec des Japonais qui voient pas forcément les choses de la même manière, qui veulent essayer peut-être plus de trucs, des trucs différents quand ça arrive. Voilà, Mmh. chez FCR, on tempère, on réfléchit quand on voilà, il y a toutes les séances sont bien construites. Alors je dis pas qu'ils travaillent mal au HRC, hein, mais en tout cas, le résultat est là, quoi. Mmh. Dans tes propos, Michel, on retrouve un peu ce dont se plaignait Fabio, donc autre constructeur japonais, il y a encore pas très longtemps, en disant bah voilà, on reçoit des pièces de partout, faut tout essayer, puis au final, on est un petit peu perdu et finalement, on est quelque part un petit peu obligé de remettre en parallèle ce côté japonais entre Yamaha et Honda finalement, et on voit que plus ça se européanise, pardon, je vais y arriver, et finalement, plus on va vers des résultats probants, en fait. Ouais, des méthodes peut-être, enfin voilà, qui sont aujourd'hui plus performantes. Mmh. Plus rapide, Alors, moins. ouais, vas-y, Thomas, vas-y. Non, non, je dis plus rapide, moins d'inertie. Je veux dire, c'est exactement la réaction qu'a eu Marini l'an dernier quand il est arrivé chez Honda. Allez, quand tu montes sur une Ducati, on te fait essayer une nouvelle pièce, c'est die, die. Vas-y, va rouler, quoi. Mmh. Par contre, sur une Honda, bah, c'est plus compliqué. Ça veut dire qu'entre guillemets, on va prendre plus de temps à évaluer la pièce. Si le pilote la refuse, on va quand même la retester ailleurs pour savoir si c'est vraiment le cas. Voilà, on va vraiment plus. C'est vraiment la réactivité, on va dire. Ouais. Faut aller au fond des choses et on Voilà, s'arrête pas au premier sentiment, effectivement. exactement. Alors, on parlait d'italien, bah, on va quand même parler, j'allais dire, du rayon de soleil Marco Bezzecchi. Alors, ok, on l'a dit en début de débrief, cette victoire de Bezzecchi, elle est heureuse, entre guillemets, mais finalement, je dirais que c'est quand même un beau rayon de soleil dans la tourmente du début de saison d'Aprilia, et je pense qu'elle a été
même s'il y avait ce petit côté, comme tu l'as dit Thomas, avec Rivola qui disait que la victoire était pour Fabio ce week-end, on l'a quand même savouré parce que ça fait du bien pendant quelques heures de parler d'autre chose que tous ces problèmes sous-jacents entre Aprilia et Martin, non? Ouais, bah, après l'Aprilia, elle a gagné déjà à Silverstone, c'est un peu comme le cas Zarco, hein. Bezzecchi, c'est le genre de circuit qu'il apprécie, comme l'Argentine, comme Phillip Island, donc voilà, c'est une bonne combinaison. Après, alors effectivement, Fabio Cassé, mais quand on voit d'où il part et la course qu'il fait, le sprint déjà, il termine au pied du podium, donc enfin voilà, c'est pas une victoire par hasard, on va dire, hein, Mhm. Eric. Enfin voilà, C'est après c'est une effectivement, victoire heureuse, mais ça conforte aussi les qualités de pilotage de Bezzecchi et aussi les qualités intrinsèques de l'Aprilia qui a toujours bien fonctionné à Silverstone. Et je disais, et j'aurais tendance à dire que c'était le moment ou jamais où Bezzecchi devait en profiter, non? oui, ça fait partie des circuits où effectivement il fallait en profiter, il a pas eu l'occasion. Après, comme il l'a dit hier, voilà, c'est sa première année avec une équipe officielle, c'est la première année où il doit participer au développement d'une moto, et il est tout seu enfin il est pas tout seul parce qu'il y a Savadori avec lui, mais enfin c'est un peu le leader, il a un peu quand même tout ça sur les épaules. L'an dernier, il a vécu une saison hyper compliquée avec la GP23, il a douté, donc il sort d'un passage compliqué. Donc voilà, et là, il était vraiment heureux hier soir, au-delà de sa victoire, c'était de quelque part de s'être rassuré et d'avoir prouvé que, bah, il a remercié, longuement Aprilia de lui avoir fait confiance. Donc voilà, ça c'est positif, ça arrive à point nommé comme tu le disais pour Aprilia, du fait de ce qui s'est passé et de la volonté exprimée par Jorge Martin de s'en aller. Donc d'ailleurs, Rivola en a profité Ah pour, oui, pour, gentiment pour dire que voilà, la moto, elle était capable de gagner et en même temps, il a pas accablé Martin, hein, enfin, moi, j'ai pas assisté parce que j'étais sur autre chose, donc je vais laisser Thomas parler de ce qu'a déclaré Rivola, mais voilà, il y a une volonté d'Aprilia d'apaiser la situation et d'essayer de récupérer Martin. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner? Ça on verra ce que dit la suite. Thomas, justement, on a vu hein, après coup Massimo Rivola, comme le disait Michel, il s'est empressé de sauter à pieds joints sur l'occasion pour dire bah voilà, on a une moto qui peut gagner, donc avec toi, Jorge, on est sûr qu'on va pouvoir regagner. En gros, c'était ça la teneur de ses propos d'après course. Oui, 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 et puis surtout, enfin, c'est comme dit Michel, hein, le Massimo n'est pas là pour accabler, enfin, ne veut pas pour l'instant accabler Jorge Martin parce c'est même étonnant parce qu'en fait, il n'a aucun mot, on va dire, tu sais, une suspicion de voilà, il veut partir. Quand il explique les choses, il dit clairement: «Aujourd'hui, on peut se mettre à la place aussi d'un athlète de haut niveau qui a vécu des blessures comme il les a vécues au début de saison, de rester sur un lit pendant des semaines et d'attendre avant de pouvoir rouler». Aujourd'hui, il dit: «La place d'un pilote, d'un athlète qui fait de la moto, c'est d'être sur sa moto». Mm. Donc maintenant, Bezzecchi a montré que la moto était capable de gagner. Maintenant, il espère que ça pourra convaincre Martin de changer son fusil d'épaule et éventuellement voilà, si vraiment il y avait décision de s'en aller, justement, de faire machine arrière, quoi. Voilà. Ah, Donc, enfin, ceci dit, les propos du communiqué de presse qui est paru vendredi, justement, quand tout le monde est arrivé à Silverstone, ils étaient quand même assez fermes et assez durs, hein, en disant, voilà, on a un contrat, les deux parties sont engagées sur ce contrat, et il n'y a aucune raison que l'une des deux se désengage. Nous, en tout cas, Aprilia, on respectera jusqu'au bout. Et enfin, voilà, le cadre était quand même bien remis dans le contexte par Massimo Rivola, j'imagine. Oui, mais Eric, ça c'est normal, enfin, moi, j'ai trouvé un peu logique. Si tu Bon, déjà, ce communiqué, c'était le moyen de dire: «Voilà, on ne fera pas d'autres commentaires que ça». Oui, oui, Donc bien sûr. voilà, on a un contrat, nous, on est prêt à le respecter et après, voilà, comme l'a dit Thomas, je pense que la volonté chez Aprilia, bah, de pas de perdre Martin parce que, bon, ils ont quand même misé là-dessus. Ils ont pas d'autre alternative non plus d'un temps pilote, à mettre avec Bezzecchi. Il y a personne qui est dispo. Hem Et par contre, on accable davantage, à la fois Albert Valera qui est le manager qui est l'agent de Martin, mais aussi d'Acosta et d'Aleix Espargaro et on accable et on a mis un petit tacle par la même occasion à Alberto Pucci chez Honda en disant que, Mmh. on va pas chercher un pilote, qui, qui est sous contrat. Voilà, et alors évidemment, il est interrogé par la télé espagnole, Alberto Puch s'est défendu d'avoir proposé quoi que ce soit,
à Martin, alors qu'on sait très bien que la proposition qui avait été faite à Acosta, elle a été faite à Martin via Valera, donc qui est l'agent des 2 pilotes. Donc voilà, là il y a un peu, du poker menteur sur la table. Oui, et puis j'ai bien aimé la teneur des propos de Puig qui disait en tant que pilote, bien évidemment qu'il nous intéresse, mais là, comme il a un contrat, surtout, nous ne n'irons pas parce qu'on n'aimerait pas non plus qu'on nous fasse ça. Comme tu le dis, c'est du poker menteur et on verra. Après, la question qui se pose maintenant, c'est de voir comment on va terminer la saison parce que c'est quand même ça la principale interrogation pour Aprilia. Il y a on va dire que là, l'Aprilia démontre un certain potentiel, mais c'est Silverstone. Il y aura Barcelone dans pas trop longtemps, donc on verra comment ça se situera aussi pour Bezzecchi et pour Aprilia. Mais la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer quand Martin va revenir? Parce que si on rentre toujours dans cette polémique de se dire bah, je veux partir, nous on veut que tu restes, ça va être compliqué à gérer, il ne faut pas se mentir. Bah, tout va dépendre de Martin, puisqu'on a vu, voilà, la position d'Aprilia, c'est voilà, nous on soutient notre pilote, on comprend qu'il ait des moments de doute, il a été blessé, on sait que il est passé par un moment très difficile, qu'il puisse imaginer partir, on comprend que ça puisse lui traverser l'esprit, peut-être qu'il doute de la moto, mais voilà, on vient de lui montrer que la moto elle marche, il faut qu'il essaye, voilà. En tout cas, il a la volonté du côté d'Aprilia, là ils lui ont clairement tendu la main hier soir. Donc on va voir si Martin prend cette main ou s'il s'entête. Et effectivement, s'il s'entête dans cette idée de partir, on voit même pas comment il va pouvoir revenir avec l'équipe. Ça, c'est sûr. Maintenant, s'il dit bon bah oui, j'ai fait une connerie, il peut aussi dire là-dessus. Voilà, j'ai déconné, j'aurais dû être plus clair dans ce que j'ai dit ou laisser penser via mon manager et voilà, je vais revenir, on va bosser ensemble, on va y arriver, on va gagner. Voilà, maintenant c'est lui qui a les cartes en main pour la suite. Bon, clairement, on ne peut pas imaginer une saison blanche pour Martin. Il va revenir de toute façon. Bah, si oui, il va revenir s'il accepte, s'il fait amende honorable dans les propos, l'attitude qu'il a eue. Maintenant, s'il s'entête, en disant: «Non, mais je veux partir», je vois pas comment il peut finir la saison chez Aprilia. Mm. Parce que Ouais. ça sera l'occasion aussi pour Aprilia de dire: «OK, bon, bah, tu veux pas rouler avec nous, on va pas te payer. Donc merci, bonsoir, hein». Enfin, Ouais. j'imagine qu'à un moment donné, ils peuvent être sympas les Italiens, mais voilà, hein, c'est Ouais. Faut pas trop tirer sur la corde non plus, quoi. bah, j'imagine. Enfin, Ouais, moi, en ouais, tout non, cas, mais. si de ce que je perçois, hein, je Mm. vois ça comme ça. Je sais pas ce qu'en pense Thomas? Ah non, non, mais moi je suis d'accord avec toi. Puis après, on peut en parler. Tu te souviens, Michel, on en parlait ensemble ce week-end. C'est aussi une histoire d'image. À un moment donné, tu peux pas, il faut que la marque puisse être représentée par un pilote. Voilà, ils ont misé sur Jorge Martin. Il faut qu'il puisse rouler, qu'il soit un ambassadeur aussi pour la marque. Donc voilà, il y a une image derrière aussi de Mm. Piaggio, d'Aprilia. Je pense que c'est important que les deux, enfin, voilà, Rivola, depuis le début, attend Martin. Voilà, il y a aucune rancœur, en tout cas, à travers les propos qu'on peut percevoir. Maintenant, voilà, il faut que les efforts soient faits des deux côtés, quoi. Après, tu parles d'image, Thomas. C'est aussi, si Martin s'entête dans cette position et claque la porte, son image aussi, même s'il est champion du monde, au Ah bout oui, d'un non, moment, on va commencer à. non, non, mais Pardon. Michel visait l'image des Italiens. Donc, du coup, oui, effectivement, enfin, mais le comportement des Italiens vont dire à un moment donné, bon, allez, salut, quoi, tu Mm, mm. Bon, écoute, affaire à suivre et on espère en tout cas que effectivement Jorge Martin, déjà par rapport au fait qu'il manque sur la grille, parce qu'on n'a quand même toujours pas vu le champion du monde en action, on espère qu'il va revenir et qu'effectivement les choses rentreront un peu dans l'ordre, au moins jusqu'à la fin de saison. Alors, on va parler évidemment de la suite de ce Grand Prix avec deux pilotes pour le moins chanceux. On a dit que Bezzecchi avait été heureux de récupérer cette victoire, mais alors il y en a deux qui ont dû être très très heureux de cette interruption de course, c'est Alex Marquez et Marc Marquez. On va les mettre tous les deux un petit peu, les frères Marquez, dans le même sac parce que à un demi-tour près, c'était terminé et pour l'un et pour l'autre parce que on rappelle, et Thomas, je vais revenir vers toi, heureusement que ce drapeau rouge est brandi avant la fin du troisième tour, pardon, parce que sinon, réglementairement parlant, il ne repartait pas. Non, ça dépend. Si Marquez avait la possibilité de revenir avec sa moto avant alors je sais plus précisément le nombre de minutes qu'il y a, mais il revenait dans la pitane avec sa moto, il pouvait repartir. Éventuellement, s'il y avait drapeau rouge.
Ouais, Enfin, je parlais d'Alex. Alex était sûr, il ah repartait pardon, pas, hein. ah oui, oui, ah oui, oui, là, c'est sûr que la moto était pliée. Excuse-moi, j'avais confondu avec Marc. Non, non, Oui, oui, non, c'est sûr mais que j'ai pas été précis. ouais, Excuse-moi. non, oui, oui, non, c'est sûr que la moto était pliée et voilà, il aurait dû rentrer avec sa moto au box, ce qui n'avait pas été le cas. Donc oui, il a été chanceux sur ce point de règlement. Mmh. Et puis Michel, c'est ce qu'il a dit aussi, Alex Marquez, le fait de pouvoir repartir. Alors, on va pas revenir sur la chute, on en a parlé un petit peu avec, tous les problèmes de device, qui ont touché également, Fabio. C'est surtout le fait que même s'il termine pas sur le podium, bah, il limite grandement je dirais la perte de points, par rapport à son frère parce que je crois que finalement il perd que 2 ou 3 points sur le résultat de la course alors qu'il en aurait perdu au moins 16, s'il n'avait pas pu repartir. Ah oui, oui, bah, comme tu l'as dit, ils ont été chanceux et voilà, d'ailleurs Marc a dit, la famille Marquez a été, la plus chanceuse du week-end. Ah, il l'a dit comme ça? Mmh. Ah oui, D'accord. bah, tu sais que Marc est honnête, hein, Mmh. et d'ailleurs, sa contre-performance quelque part, enfin sa contre-performance, il termine sur le podium et il a eu vraiment du mal alors qu'il était parti en tête, il était en tête, quand il est tombé, hein, Mmh. Marc. Il a Il eu a du dit que mal c'était à à cause du vent, c'est vraiment la raison parce qu'il y avait beaucoup de vent hier pendant la course, hein? ouais, ouais, il a dit qu'il s'est fait piéger par une rafale de vent sur sa chute et après, voilà, d'autres ont incriminé les pneus, ce que lui n'a pas fait. Il dit: «De toute façon, quand tu prends un deuxième départ, que tu changes ta moto», parce qu'il est quand même parti avec sa deuxième moto lui aussi, tu changes tes pneus, et tu, viens de t'en coller une, forcément, bah, tu mets un peu de temps pour, retrouver tes marques, quoi. Donc voilà, c'est aussi et c'est pour ça qu'il dit qu'il a été très chanceux finalement de finir sur le podium et de conforter son avance. Voilà, là, on a clairement maintenant avec la chute de Bagnaia, on a clairement les 2 Marquez, qui sont devant et on imagine qu'il y aura certainement un Marquez champion du monde en fin d'année. Ouais, reste à savoir lequel, même si on peut se dire Ouais. qu'il y en a un qui a On a une pris un petit petite peu. idée, ouais. Ouais, qui a pris, alors justement, on est passé assez rapidement sur les 2 frères Marquez, puisque, on l'a vu, ils sauvent les meubles. Par contre, il y en a un qui doit se poser vraiment des questions. Il faut sauver le soldat Ryan. Je pense que là, maintenant, il faut sauver le soldat, Bagnaia parce que 4 départs sur les 2 derniers grands prix, 3 résultats blancs. Ça y est, c'est terminé pour lui. Il est comment psychologiquement? Parce que là, franchement, quand on entend ses déclarations, en gros, il y a plus rien. Comme tu le disais, Michel, là, au deuxième départ, il a un petit peu incriminé le pneu, en disant qu'il avait aucune sensation par rapport au premier départ. Et que, en gros, il explique que c'est finalement le talent de Marc qui masque les points faibles de sa Ducati. C'est quand même plus que surprenant comme déclaration, non? Oui, oui, c'est un aveu de faiblesse, clairement. Mmh. D'autant que cette moto, cette GP25, elle est quand même très, très proche de la GP24. Donc voir, c'est à peu près la même moto. Donc il y a pas de raison qu'il soit perdu comme ça, si ce n'est que, voilà, mentalement, il subit les performances de son coéquipier, quoi. Mmh. Alors paradoxalement, Thomas, c'était la première fois, au qualif qu'il devançait Marc Marquez parce qu'au terme de la Q2, bah, il était devant lui et finalement, bah, il concrétise pas et comme le dit Michel, c'est un aveu de faiblesse. Tu penses qu'il est vraiment touché par rapport à ça? Oui, hein, c'est vrai qu'on le ressent un petit peu, oui, bien sûr, on le ressent touché, on sent qu'il n'arrive pas, qu'il semble en fait, il semble bloqué. Voilà, je crois que c'est ces mots qu'il a utilisés hier et les autres évoluent et nous, nous sommes bloqués. Donc voilà, donc il Mmh. essaie de trouver des solutions. Maintenant, clairement, il y a eu du positif durant cette course avant le drapeau rouge, il a pu rester et suivre Fabio sur les premiers tours. Malheureusement pour lui, heu, bah, il y a eu un drapeau rouge après, il a pas eu plus du tout de feeling avec l'arrière et il est parti à la faute. Voilà. Et maintenant, il arrive quand même à être rapide sur un tour, à bien se qualifier comme tu l'as souligné, donc il y a des éléments positifs. Par contre, bah, les autres ont fait la différence depuis quelques courses et lui, il n'arrive pas à les rattraper pour l'instant. Mmh. Alors, Après je Michel? parlais tout à l'heure de Joan ouais, Mir, là, qui était un petit peu dans le côté un peu négatif. Il s'enfonce un peu aussi dans cette spirale, Bagnaia, parce que il a déclaré qu'il y avait des problèmes sur l'avant. Et puis d'un autre côté, on entend que Di Antonio, hein, qui dispose de la GP25, bah lui, il dit bah non, moi j'ai absolument pas ce genre de problème. Marquez démontre par la force des résultats que visiblement lui non plus. Du coup, il se retrouve même en position de faiblesse, même vis-à-vis de Ducati, non, quelque part. Vas-y Michel, tu voulais rajouter quoi?
Non, 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 mais Di Giannantonio, il dit qu'il commence à y arriver, mais il a du mal. Bon après, là on parle de d'un autre niveau de pilote aussi, hem, enfin d'ailleurs Marc, qui est en difficulté, il a pas été à son aise à Silverstone, même il était en tête quand il est tombé. Son frère était plus rapide, son frère a gagné le sprint. Il a rien pu faire face à son frère. Il le dit, de toute façon ce circuit, il y a des longs virages à droite rapides, on sait que c'est là où il est en difficulté. Contrairement au Qatar, il a eu du mal à compenser. Donc voilà, son frère était favori. Il donnait son frère favori. Il dit: «Moi, j'ai des problèmes sur ce circuit, j'ai changé plein de choses. On a essayé des trucs, ça marche pas. On est revenu, on a fait le tour des réglages et donc il dit: "Bah, quand on essaye tout et que ça va pas mieux, c'est que c'est le pilote qui va pas"». Donc je pense que Bagnaia a dû apprécier quoi, le message. C'est la première fois que Marquez et Bagnaia souffraient du même problème. Voilà, il dit ça entre guillemets, ça lui a fait plaisir dans Mmh. dans ce week-end-là, c'est qu'il souffrait du même problème et que, beh, bon voilà, Marquez arrive à faire, voilà, comme il le disait il y a 15 jours, à rouler avec un tracteur, il serait rapide. Donc, Bon, bah, on va voir si Ducati se lance dans la fabrication de tracteurs. Mais clairement, alors du coup, comme ça va mal chez Ducati, on a eu des rumeurs aussi maintenant que finalement Bagnaia pourrait être associé à Fabio chez Yamaha. Vous y croyez? Vous en avez entendu parler de ce genre de choses? pas du tout de mon côté. Non plus, non plus, je sais pas. Tu as vu Non, ça où? non, non. Des images sur internet. J'ai parcouru les réseaux et les sites Ça, il d'information. faut arrêter Eric ça, il faut Ouais, arrêter de s'informer sur les réseaux. non, 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 mais bien sûr, mais je regarde un peu ce qui Non se dit mais alors à droite et à gauche quand même. puisqu'on en parle et pour tous ceux qui nous écoutent, voilà, moi j'invite tout le monde à s'informer auprès de gens sérieux, qui sont sur le terrain, voilà, faut arrêter. Quand je vois ce qui circule et des faux sites d'information avec, des montages et des mais aujourd'hui avec l'IA qu'adore, mon ami Thomas, tu arrives à faire croire n'importe quoi. Non mais Mmh. c'est vrai, il faut Mais arrêter quoi. c'est bien pour ça, messieurs, qu'on est très heureux de vous avoir dans Tollback GP. Parce que vous Non, êtes non mais sur il y le a pas terrain, parce que vous êtes au cœur des choses. Et ce que vous nous racontez, c'est logiquement la vérité. Donc, c'est aussi pour ça que vous êtes là. il y a pas que nous Eric, il y a plein d'autres gens qui font correctement leur travail. Mais Non, mais après voilà, dans le cas présent, je parle de Tollback. Voilà. bon enfin voilà, écoutez, continuez à nous écouter alors. Voilà, Non, mais exactement. pour Et répondre continuez à vous abonner. pour répondre à ta question, non, non, il y a pas de non, voilà, pas de Bagnaia chez Yamaha. Enfin, en tout cas, le montage est faux, ça c'est sûr. D'accord. Bon. Bah écoutez, on va terminer sur cette mise au point qui a le mérite d'être claire et précise. Donc vous l'avez compris, si vous voulez des informations fiables et sûres, la seule chaîne ou l'une des seules chaînes, rares chaînes à vous le proposer, bah, c'est ici, c'est Tollback GP. Donc on vous mettra le QR code à flasher à la fin de l'émission pour vous abonner et comme ça, vous serez au fait des choses. Une der Michel, Ouais, oui. une dernière chose Eric, après, si, que Bagnaia puisse intéresser Yamaha pour 2027, pourquoi pas, hein? Hmm. Mais, ça c'est les discussions vont avoir lieu. Mais, en tout cas, je n'imagine pas à moins de je vois pas comment, Bagnaia pourrait quitter, se défaire de sa deuxième année de contrat chez Ducati, pour partir à l'aventure ailleurs. Hmm. Hmm. Pour pour la peine, ça serait un véritable échec pour lui. Donc, j'ai du mal à croire à cette hypothèse. Très bien. OK. Bon, bah, en tout cas, Michel, Thomas, merci beaucoup de votre participation à ce débrief du Grand Prix d'Angleterre. Et on se retrouve donc dans 15 jours. Ça sera du côté de l'Espagne, donc en Aragon, hein, si j'ai bien suivi. C'est ça, exactement. Eh bien, merci messieurs. Bonne fin de soirée. Bon retour en France, Michel. Bon retour, Thomas. Et puis, bah, nous, vous le savez, on se retrouve dans 15 jours donc, pour le débrief du Grand Prix d'Aragon. D'ici là, vous l'avez compris, Michel vous a transmis l'info. Vous flashez le QR code, vous vous abonnez, vous activez la cloche pour recevoir les notifications et ensuite vous serez toujours au fait des choses sur nos prochaines publications. Pardon. Et puis bien évidemment, plus vous êtes d'abonnés, plus on gagne en référencement et plus on est visible sur YouTube. Et donc ça, c'est aussi grâce à vous. Donc un immense merci. Tiens d'ailleurs, grand merci. On a battu des records de fréquentation sur l'audience du débrief du Grand Prix de France, mais aussi sur l'affaire Martine. Encore une fois, merci à vous. Allez, j'en termine. Bonne soirée et à très vite pour un prochain Tollback GP.